Ok, docteur Mouliom, qui est cardiologue à l'hôpital général, chargé de cours à l'université de Douala, va nous entretenir sur le choc cardiogénique. Docteur Mouliom, vous avez 15 minutes pour la prise en charge du choc cardiogénique. Merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Je vais remercier la SCC pour l'occasion qui nous donne pour qu'on puisse échanger sur un thème aussi important que le choc cardiogénique. Nous allons dire que le choc cardiogénique est une défaillance cardiaque aiguë qui est caractérisée par l'incapacité pour le cœur à générer un débit sanguin suffisant pouvant permettre aux organes périphériques de subvenir à leurs besoins métaboliques, mais ceci dans un contexte en absence d'hypovolémie. Il s'agit là d'urgence diagnostique, mais surtout thérapeutique. Dans les pays développés, 80% des chocs cardiogéniques sont secondaires à un syndrome coronarien aigu. Mais ce qui est constaté, c'est que le choc cardiogénique complique 5 à 15% des syndromes coronariens aigus. Dans notre milieu, la fréquence reste à déterminer, mais la présentation clinique est celle d'un patient qui va se présenter avec un bas débit cardiaque et avec surtout les signes d'hypoperfusion tissulaire. Et le principal enjeu va résider sur le diagnostic précoce, les mesures de réanimation, mais surtout sur le traitement étiologique. La mortalité reste élevée. Sur le plan hémodynamique, il y a 3 paramètres qui vont intervenir dans la définition, notamment une hypotension artérielle, la diminution de la fonction cardiaque et l'augmentation de la pression de remplissage. Pour ce qui est de la pression artérielle, l'hypotension artérielle va se définir par une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, ou bien une baisse de plus de 30 mm de mercure sur la pression artérielle de base, ou alors une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mm de mercure, ceci pendant au moins 30 minutes. Et la diminution de la fonction systolique va se matérialiser par un index cardiaque qui sera inférieur à 2,2 litres par minute par mètre carré de surface corporelle. Et au niveau du catétérisme cardiaque, on pourra avoir une pression occluse qui sera supérieure à 15 mm de mercure. Plusieurs définitions du choc cardiogénique ont été avancées. Mais celle que nous utilisons actuellement, c'est celle qui a été publiée en 2017 après l'étude de Trial, qui prend en compte les 3 paramètres que je venais de citer tantôt. Sur le plan étiologique, nous avons 2 grandes entités. Nous avons les chocs qui sont liés à un syndrome coronarien aigu, ou bien les chocs qui ne sont pas liés à un syndrome coronarien aigu. Dans le syndrome coronarien aigu, le choc sera la conséquence d'une dysfonction du ventricule gauche, ou bien d'une dysfonction du ventricule droit, ou alors il sera lié aux complications mécaniques. Et dans ce cas, nous avons dit tantôt, le syndrome coronarien aigu va représenter 80% d'étiologie. Les 20% autres étiologies seront constituées par les autres affections qui peuvent toucher le myocarde. Notamment, nous avons une contusion post-traumatique, les cardiomyopathies dilatées, les cardiopathies toxiques. Merci. Ok, comme autre étiologie, on peut avoir l'obstacle à l'écoulement du sang, notamment dans le rétrécissement aortique, le rétrécissement mitral, dans les cardiopathies hypertrophies obstructives, et le BAV complet peut être une étiologie. On peut avoir les étiologies mécaniques, notamment insuffisance mitrale, insuffisance aortique, et les causes extracardiaques ne sont pas de reste, notamment le tamponnade péricardique, embolie pulmonaire. Cette étude qui a été publiée en 2015 montre que le choc cardiogénique était secondaire dans la majorité des cas au syndrome coronarien aigu. Sur le plan physiopathologique, nous distinguons 2 entités. Lorsqu'il y a une atteinte du myocarde, on peut avoir soit une dysfonction systolique, soit une dysfonction diastolique. En cas de dysfonction diastolique, nous serons dans une situation de congestion pulmonaire,
Et cette congestion pulmonaire va entraîner l'hypoxémie qui, comme corollaire, une ischémie du myocarde. Et cette ischémie va potentialiser le choc cardiogénique. Lors des situations, c'est en cas de dysfonction systolique, on va se retrouver dans une situation de bas débit cardiaque. Et qui dit bas débit cardiaque dit hypoperfusion systémique ou hypotension. En cas d'hypotension, il y a une diminution de la perfusion coronaire qui sera l'origine de l'ischémie myocardique. Dans certaines situations, il peut y avoir libération des marqueurs pro-inflammatoires qui, dans son sang, va entraîner plutôt une vasodilatation périphérique. Et cette vasodilatation va entraîner une diminution du retour veineux, avec comme corollaire diminution de la perfusion coronaire, et tout va évoluer vers le décès si rien n'est fait. On constate sur cette diapositive que le choc cardiogénique constitue en fait un cercle vicieux. Une fois qu'il y a l'atteinte du myocarde, en cas de choc cardiogénique, tous les éléments vont concourir à aggraver le choc cardiogénique, d'où une prise en charge urgente. Et les conséquences peuvent toucher plusieurs organes, notamment l'oreille, le foie, l'intestin, le cerveau. Donc tous les organes sont affectés en cas de choc cardiogénique. La présentation clinique sera celle d'un patient sur le plan nerveux, où nous aurons, sur le plan du système nerveux, nous aurons l'agitation, confusion, torpeur, confusion. On peut avoir le coma. Sur le plan respiratoire, c'est un patient qui peut se présenter avec dyspnée ou bien un tableau de détresse respiratoire, avec cyanose, avec parfois les râles crépitants, signe de surcharge pulmonaire. Et sur le plan hémodynamique, nous aurons la pression artérielle qui sera basse, avec tachycardie suffisante, et on peut avoir dans la majorité des cas des signes d'insuffisance cardiaque. Et sur le plan rénal, on aura une oligoanurie, et au niveau des extrémités, on aura les extrémités froides avec pâleur. Les premiers examens à réaliser en urgence, c'est l'électrocardiogramme, c'est à la recherche d'un syndrome coronaire aigu, surtout sur des décalage ST, et le trouble du rythme. Et l'échographie cardiaque doit être un examen fait en urgence pour apprécier l'état des cavités cardiaques, les lésions valvulaires et surtout l'état du péricardique. Les autres examens à réaliser sont la radio, la biologie. Au niveau de la biologie, on va beaucoup plus s'attarder sur le gaz du sang pour rechercher une hyperlactémie et les enzymes cardiaques. La prise en charge se fait en réanimation. Et les mesures de réanimation vont prendre en compte la saturation de l'oxygène. Donc ça peut être, si la saturation aussi n'est pas mauvaise, on met le patient en oxygène. On peut aller jusqu'à la ventilation mécanique. On va utiliser certaines drogues, les catécholamines. On peut aller jusqu'à l'épuration rénale. Et le traitement de base est celui de l'étiologie. Donc c'est le traitement étiologique qui sera le point phare de la prise en charge. Donc il peut s'agir de la réperfusion, de la revascularisation myocardique, du drainage péricardique, de la chirurgie valvulaire. Et lorsque on est en cas de situation de chair réfractaire, en principe, on devrait faire recours à l'assistance, telle que la contre-pression pulmonaire, contre-pression de l'artère pulmonaire, l'ampéla et l'ECMO, la circulation extracorporelle. Pour ce qui est de la réperfusion, quelle stratégie devons-nous adopter? Lorsqu'on est en face d'un syndrome coronarien aigu avec 6 décalages, si on peut faire l'angioplastie dans les 2 heures, c'est ça qui est recommandé. Mais si on est sûr que dans les 2 heures, il est impossible de réaliser l'angioscalie, on va passer à la fibrinolyse. Et en cas d'échec, on doit faire l'angioplastie de sauvetage dans les 12 heures. Mais si on réussit, on doit refaire la coronographie dans les 3 heures. Ceci est une recommandation de classe 1, de niveau de preuve A. Pour ce qui est de la fibrinologie, elle est réalisée si, comme je l'ai dit tantôt, s'il n'y a pas possibilité de faire l'angioplastie dans les 2 heures, mais elle ne doit pas être faite au-delà de 12 heures de temps. Il faut toujours respecter les contre-indications, telles que l'AVC ischémique ou l'AVC hémorragique, la chirurgie lourde et saignement en dissection aortique. Mais il faut noter qu'une fois que le choc cardiogénique est bien installé, dans la majorité des cas, la fibrinolyse devient moins efficace. Quelles molécules devons-nous adopter? Il y a plusieurs molécules qui ont été longtemps décrites, mais actuellement, voilà les molécules qui sont recommandées dans le choc cardiogénique. La noradrénaline. L'adrénaline, elle sera utilisée dans les situations exceptionnelles et on va utiliser les inodilatateurs tels que la dobutamine, le milnidron et le lévocimanda. Il faut dire que l'installation en cas de choc cardiogénique, on va commencer par la dobutamine
il peut arriver qu'on fasse les associations. C'est-à-dire, lorsque la dopamine n'a pas marché, on pourra associer une deuxième intention à la non-adrénaline. Et l'adrénaline sera utilisée qu'en cas d'extrême urgence. S'il y a arrêt cardiaque, c'est là où on peut faire recours à l'adrénaline. Comme moyen d'assistance, nous avons la contre-pulsion pulmonaire, l'ampéla et l'ECMO. La contre-pulsion, ici, on a introduit une sonde au niveau de la crosse de la aorte. Et cette sonde, pendant la diastole, elle est gonflée. Et pendant la systole, elle se dégonfle. Pendant la systole, elle est dégonflée pour permettre au sang de circuler. Et pendant la diastole, elle gonfle pour augmenter les pressions intra-aortiques et favoriser la circulation au niveau des organes nobles. Pour ce qui est de l'impéla, c'est un système de pompe axiale rotative qui sera introduit au niveau du ventricule pour permettre l'aspiration du sang. Et l'impéla est utilisé par voie percutanée. Il y a les indications particulières telles que l'infarctus du myocarde avec choc cardiogénique, l'OAP post-implantation. L'avantage est qu'elle est d'insertion facile, peu invasive, mais pas d'anticoagulation. Pour ce qui est de l'ECMO, le Circumferential Membrane Oxygenation, donc c'est un système qui permet de mettre à disposition veineux artériel ou veineux en fonction des circonstances. Donc il y a un site d'injection, le sang sera prélevé dans la veine et réinjecté dans la tête et sera oxygéné à partir d'une membrane. Quelle machine devons-nous utiliser? En cas de choc cardiogénique réfractaire, c'est dans ce cas-là qu'une assistance mécanique doit être mise en place. Et sa mise en place et son indication doivent idéalement faire l'objet d'une discussion éthique. Actuellement, l'ECMO est l'assistance circulatoire utilisée en première intention quand elle est la plus aisée, moins onéreuse, avec une fréquence moins défaillance d'autres organes dans les suites de sa mise. Et je suis un peu désolé, nous avons là les recommandations sur les gestes. Alors, lorsque vous avez un patient qui présente un choc cardiogénique, l'ECG et l'échographie cardiaque, comme j'ai dit tantôt, doivent être faits dans les premières heures. Et la coronarographie également doit être faite lorsqu'on est en face d'un syndrome coronaire aigu avec surdécalage, c'est niveau de preuve 1. En conclusion, nous disons que le choc cardiogénique reste une urgence diagnostique et thérapeutique et que le syndrome coronaire aigu reste l'étiologie la plus fréquente. L'échocardiographie représente la base et l'élément indispensable pour le diagnostic du choc. Son traitement, en cas de syndrome coronaire aigu, va reposer sur la revascularisation rapide avec angioplastie de la lésion. Et en cas de choc réfractaire, il conviendrait de penser aux assistances mécaniques. Et il faut une équipe multidisciplinaire qui associe cardiologue, réanimateur, angioplasticien et chirurgien. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle? Oui. Bonjour, merci à tous. Je suis le docteur Ndefo-Yannick, médecin généraliste et DU d'échographie appliquée aux urgences. Donc, c'était beaucoup plus un commentaire qu'une question à l'endroit du docteur Moulium. Alors, dans le diagnostic des chocs, il y a des items qui sont utilisés actuellement dans tous les services, que ce soit les services d'assistance médicale d'urgence et les services d'urgence dans les pays un peu plus développés. C'est ce qu'on appelle l'évaluation échocardiographique visuelle du patient en état de choc. Donc, c'est juste 3 items. Première chose, vérifier la pompe, c'est-à-dire on pose la sonde pour vérifier comment est le cœur. Est-ce que le cœur est bien contractile? Est-ce qu'il se vide complètement pendant la systole? Deuxième chose, vérifier comment est le réservoir. On vérifie le diamètre de la veine cave inférieure. Et ensuite, vérifier comment est la tuyauterie. Est-ce qu'il y a un anévrisme qui est rompu? Est-ce qu'il y a une thrombose des veines profondes qui peut indiquer une embolie pulmonaire? Donc, c'est un item qui est assez facile à réaliser et qui permet directement, là au lit du malade, de poser le diagnostic de choc, vérifier s'il est vraiment cardiogénique et de commencer immédiatement la prise en charge du patient. Donc, mon commentaire, c'était de dire, c'est quelque chose de facile à réaliser, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à pratiquement n'importe qui. On n'est pas obligé d'être cardiologue pour pouvoir le faire, puisqu'il n'y a pas de mesure. On peut juste regarder comment le cœur bat et savoir si c'est efficace ou pas. Donc, je me disais
Est-ce que ce ne serait pas possible à notre niveau, parce que c'est déjà encouragé dans d'autres pays, de former des généralistes, de former des infirmiers, parce qu'il y a ce qu'on appelle les infirmiers spécialisés en pratique avancée, à qui on a appris à le faire. Ça marche très bien ailleurs, ce serait possible chez nous, ce n'est pas les cardiologues qui manquent pour nous former. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, peut-être la petite difficulté, ce sera la disponibilité de certains appareils d'échographie. Mais là, actuellement, il y a des appareils qui sont portables et le plaidoyer peut être fait par les cardiologues. Parce que si les cardiologues disent dans nos services d'urgence, on a besoin d'avoir au moins un appareil portable, ça ne coûte même pas aussi cher que les appareils que vous utilisez pour la cardiologie conventionnelle. Donc je pense que c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose de réalisable et je me dis qu'il faudrait vraiment que les cardiologues se penchent aussi dessus. C'était un peu ça ma contribution. Merci. Très belle contribution, mais je crois qu'il y a un bémol. Ce dont vous parlez là, c'est en fait ce qu'on appelle l'échoscopie, c'est-à-dire un coup d'écho. On jette rapidement un œil et puis on regarde, est-ce qu'il y a une tamponnade? Est-ce qu'il y a une bonne contractilité? Donc, apprécier le diamètre de l'aorte. Mais il y a une perversion dans ce pays, dans la pratique médicale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va ouvrir cette brèche, toutes les personnes qui vont être formées à faire un coup d'écho vont s'autoproclamer cardiologues dans la cité et commencer à faire, et nous aurons été caution de ça. C'est-à-dire qu'il faut bien baliser ça. On devrait former, je crois, tous les urgentistes. Toutes les personnes qui travaillent dans les urgences des hôpitaux devraient être formées à cette technique-là et ça faciliterait beaucoup de choses. Beaucoup parce que le cardiologue n'est pas toujours là toute la journée et toute la nuit. Il peut arriver. Donc, même la lecture de l'ECG doit être systématique, renforcée. Il a parlé du syndrome coronaire aigu. Heureusement qu'aujourd'hui au Cameroun, nous avons quand même avancé. Il y a l'hôpital général qui fait des coraux, il y a un centre de cardiologie en privé, où le docteur Zali est d'ailleurs l'acteur principal, qui peut aussi faire des coronarographies en urgence. C'est important. Donc je pense que le docteur Mouliom, qui est à l'hôpital général, peut aussi répondre à cette question, mais nous devons... C'était toujours dans le même sens, parce Oui. que si c'est un milieu hospitalier, même les réanimateurs, avant d'appeler le cardio, ils ont déjà passé un coup de sonde pour nous dire, pour voir s'il y a quelque chose avant. Mais si on se met à former les Camerounais, ce que vous dites, ça va aller dans tous les sens. Preuve, présentement, depuis qu'on a commencé à leur apprendre à l'interprétation de l'ECG, on voit toutes les interprétations possibles dans la vie. Donc c'est pour ça que c'est difficile quand on laisse la main. Les urgentistes, oui, pour permettre qu'ils puissent agir en attendant que le cardiologue arrive. Merci. Alors, merci, professeur. Moi, c'est Dr Fongwazi, interniste néphro à Garoua. En fait, c'est concernant les commentaires de mon confrère et ce que vous avez dit. Voyez-vous, en 2011, depuis 2011, moi, je fais les fistures artério-veineuses pour l'hémodialyse et il suffisait seulement qu'un infirmier observe, qu'il observe et pratiquement maintenant, partant de Maroua pour Garoua, les sites de fistule sont détruits. Ça ne fonctionne pas, mais tout le temps, parfois, moi j'ai dit, je ne suis pas le ministre de la Santé parce que je me suis plaint. À un moment, c'est comme si tu veux bloquer. J'ai dit, mais si tu veux faire bien, il faut venir, tu apprends comment ça se fait. Mais quelqu'un vient, on a déchiré ici, et puis après, tu te retrouves avec juste un seul site pour pouvoir faire la fistule. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est bien d'avoir des gens qui peuvent agir rapidement, mais il faut agir consciemment. Et il faut agir en faveur du patient, pas parce qu'on veut gagner quelque chose. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il est possible de connaître les sites de coronarographie? Où on fait la coronarographie? Merci, cher maître. J'aimerais connaître, s'il vous plaît, quels sont les critères qui permettent de définir qu'un choc cardiogénique est réfractaire. Ok, merci. Nous allons parler de choc cardiogénique. On va dire que le choc est réfractaire lorsque, après l'initiation du traitement,
on voit qu'il n'y a pas de modification. Il y a certains éléments qu'on doit prendre en compte, notamment les signes. Lorsque vous avez initié le traitement, la pression artérielle doit bouger. Et les signes de perfusion, vous allez voir que s'il faut que le débit urinaire change. Pour un patient qui n'urine pas, il faut que dans les 15 à 36 minutes qu'il ait commencé à émettre les urines et que la pression artérielle modifie. Si on commence pas avec la dobutamine, on voit qu'au bout de 15-36 minutes, il n'y a pas de réponse clinique. On peut amener à faire une association avec la noradrénaline pour essayer de voir. Et pour ce qui est des sites de coronarographie, il y a 2 sites. En principe, au Cameroun, il y a 4 salles de coronarographie. Il y a Chisson qui, malheureusement, avec les événements malheureux, se sont déplacés. Actuellement, il y a la salle de coronarographie de Yaoundé qui va commencer bientôt. Il y a la salle de coronarographie de l'hôpital général de Douala. Il y a la salle de centre cardiovasculaire, centre de cardiologie interventionnelle à Marie-O. Merci. Voilà, je pense qu'on va arrêter comme ça les questions, vu le temps qui nous est imparti, n'est-ce pas? C'est bon. Alors, je vais faire un petit commentaire avant de vous passer la parole pour... merci aux 2 orateurs pour les brillantes présentations. Pour celui qui a présenté la réanimation cardio-pulmonaire, de base au cours de l'arrêt cardio-circulatoire, je suis quand même très étonné du fait qu'il n'y a que 4% des gens qui bénéficient d'une réanimation quand bien même l'arrêt se fait à l'hôpital. Ça, c'est grave. Et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Comment se fait-il qu'il y ait un arrêt cardio-circulatoire dans un hôpital et le patient ne bénéficie pas de réanimation? Et je pense aussi que la réanimation dans ces cas de figure-là, normalement, est encadrée par les recommandations. S'il y a des pathologies génétiques très avancées ou bien des personnes en fin de vie, on peut signer des documents disant que s'il y a un arrêt cardiaque, on ne fait pas de réanimation. En dehors de ça, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne fasse pas de réanimation à l'hôpital. Alors, pour le constat de l'arrêt cardio-circulatoire, je pense qu'il faut marteler que les gens ne s'évertuent pas à rechercher un pouls, parce que dans les recommandations antérieures, il y avait le pouls, mais on a fait une étude au Burkina Faso, aussi paradoxal que cela puisse paraître, parce qu'on demandait de rechercher le pouls carotidien. En fait, les gens ne savent pas chercher le pouls carotidien. N'est pas évident du tout. Enfin, tout le monde se met sur le sternoclédomastoïdien parce que c'est tendu, alors que le pouls est un peu en dedans. Donc, maintenant, comme on est passé au constat de l'arrêt respiratoire, il commence immédiatement, je pense que ça facilite les choses. Il y a aussi l'utilisation du défibrillateur semi-automatique ou du défibrillateur automatique. En extra-hospitalier, c'est vrai c'est bien d'agir comme un kamikaze. De toute façon, le pronostic est mauvais. Il faut se battre pour que ça marche. À l'hôpital, en milieu hospitalier, le choc surtout, les patients qui portent des devices, du matériel implantable, comme les pacemakers par exemple, il faut les choquer en antéro-postérieur pour ne pas créer un autre problème en choquant. Voilà. Bon, le pronostic mauvais, voilà, même ailleurs, hein, c'est pas que les gens... que le pronostic soit mauvais chez nous, moi, ça ne me choquerait pas, mais que les gens ne soient pas réanimés, ça, par contre, c'est très choquant. Voilà. Alors, après, je dirais que ce qui fait que ça marche, ce sont les procédures. Sinon, même si vous êtes 5, 10, vous savez tous comment réanimer, le malade va faire son arrêt, vous n'allez pas bien le réanimer. Il faut écrire des procédures, vous entendre. Et chez nous, il y a les sapeurs-pompiers, il n'y en a pas ici. Voilà, les sapeurs-pompiers, je pense qu'ils peuvent intervenir avec une certaine efficacité. Bon, pour le choc, syndrome coronarien aigu, bon, je fais de l'interventionnel. Les contrepulsions par ballonnet intra-aortique, je ne sais pas si vous en avez ici, mais quand même prudence, parce qu'en fait, vous avez vu où ça se trouve, hein, assez souvent, ça remonte, et puis vous pouvez perdre le membre. Pour ceux qui font de l'interventionnel, les devices comme ça, il faut tout faire pour aller très rapidement faire la cour. De toute façon, sinon, si vous thrombolisez, puisque ce n'est pas bien perfusé, le résultat de la thrombolyse est assez souvent. Voilà. Donc, je voudrais en tout cas vous remercier en passant la parole à mon collègue pour ses commentaires et la conclusion.
Merci, professeur. Je voudrais dire un commentaire pour ces deux présentations. Pour quelqu'un vu de l'extérieur, je disais qu'il y a une nécessité de travailler en équipe. Il faut que même dans nos hôpitaux, souvent, on a du mal à travailler en équipe. Mais vous ne pouvez pas réanimer un malade comme nous présentait Dr Mouliom si vous êtes seul. Et souvent, on est dans des services tout seul. Même quand on est nombreux, on a du mal à travailler. Il faut qu'on apprenne à former des équipes. Et pour emprunter au professeur Ameogo, il faut qu'on écrive des protocoles. C'est-à-dire, il faut que dans un service d'urgence, qu'on sache que s'il y a un arrêt, numéro 1, il faut faire ceci, numéro 2, et que ce soit affiché dans les services des urgences, hein, pour les jeunes, pour les médecins généralistes, qui sachent exactement quel est le protocole à suivre. Et qui n'est pas, parce qu'on a besoin d'aller tellement vite qu'il ne faut pas réfléchir. Il faut que ce soit affiché et qu'on lise et qu'on applique. Pour essayer, pour espérer, je veux dire espérer rattraper, parce que vu ce que vous avez présenté, j'ai envie de dire que si quelqu'un a un arrêt cardio-circulatoire dans la ville, il faut juste prier, parce qu'il n'y a aucun moyen de le sauver dans notre contexte. Et pour terminer, je dirais qu'il faut que la Société camerounaise de cardiologie fasse un plaidoyer. Il faut faire un plaidoyer auprès de notre gouvernement, des autorités, pour que maintenant il y ait une décentralisation. Il y a les régions. Je pense qu'on peut faire des plaidoyers au niveau des régions pour équiper certains centres, par exemple, de défibrillateurs, tel que vous avez dit, et pourquoi pas équiper certains hôpitaux qui sont très importants dans les régions. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher ami, Dr Ndjebet. Je voudrais vous remercier tous pour avoir participé à cette session, et je voudrais remercier la Société camerounaise de cardiologie pour nous avoir invités à participer à cet événement. Nous vous remercions.